L'homme qui gouverne dans l'ombre, Ngo face au test de l'aéroport. Un pays sans président visible depuis plus de 2 mois. Un homme, resté dans l'ombre pendant 15 ans, qui se retrouve aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Et une lettre, adressée directement à lui, qui pourrait bien devenir un test grandeur nature. Alors que le Cameroun retient son souffle en attendant le retour de son président, une question s'impose avec une acuité nouvelle. Qui, concrètement, gère les affaires du pays pendant cette absence? Un nom revient sans cesse dans les conversations, les analyses, et désormais dans une correspondance officielle. Restez avec nous, cette histoire dépasse largement une simple question de logement. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons d'abord ce que l'on sait avec certitude sur l'homme au centre de cette affaire. Ferdinand Ngo occupe le poste de secrétaire général de la présidence de la République depuis le 9 décembre 2011, soit près de 15 années consécutives à ce poste stratégique. Il a été élevé au rang de ministre d'État en janvier 2019 et détient depuis février de la même année une délégation de signature du chef de l'État. Un pouvoir qui lui permet, dans certaines circonstances, d'agir au nom du président lui-même. Il préside également le conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures. Précisons un point institutionnel important. Ce poste de secrétaire général n'est pas prévu par la Constitution comme un poste de gouvernement à proprement parler. Il n'implique aucune élection, aucune investiture parlementaire, et selon plusieurs juristes consultés dans la presse, aucun compte à rendre formel devant une instance autre que le président qui l'a nommé. Ce contexte institutionnel prend une résonance particulière depuis le 7 juin 2026, date à laquelle Paul Biya a quitté le Cameroun pour un séjour privé en Europe qui, plus de 2 mois plus tard, ne s'est toujours pas achevé. Durant cette période, plusieurs décrets ont été publiés, portant sur des nominations à des postes stratégiques, ce qui témoignerait, selon plusieurs observateurs, de la poursuite d'une activité décisionnelle au sommet de l'État, même en l'absence physique du chef de l'État lui-même. La question de savoir qui, concrètement, initie ou valide ces décisions reste toutefois un point que ni la présidence ni le gouvernement n'ont détaillé publiquement. Mais ce n'est pas tout. C'est dans ce contexte qu'une lettre aurait été adressée à Ferdinand Ngo, selon les informations rapportées, par des représentants de populations concernées par un projet de déguerpissement lié à la réhabilitation d'une infrastructure aéroportuaire. Selon cette correspondance, les signataires, décrits comme des représentants d'associations, de riverains et d'usagers de la zone concernée, ne s'opposeraient pas au principe même du projet de modernisation, mais demanderaient un sursis, ainsi qu'une meilleure prise en compte des conséquences sociales et humaines de l'opération. Précisons que nous n'avons pas pu vérifier de façon indépendante l'existence formelle de cette lettre au moment de la rédaction de ce script. Nous la rapportons donc telle qu'elle nous a été présentée, au conditionnel. Selon les éléments rapportés, la zone concernée abriterait une population dense, avec notamment une école primaire publique accueillant environ 500 élèves, une école maternelle publique, ainsi qu'un établissement privé. La crainte exprimée par les signataires porterait sur le risque de voir des milliers de personnes perdre leur logement et leurs activités économiques, dans un contexte déjà marqué, selon eux, par des difficultés économiques et une hausse du coût de la vie. Parmi les revendications formulées figurerait la mise en œuvre d'un plan de recasement, l'identification de sites d'accueil pour les établissements scolaires concernés, et un mécanisme d'indemnisation jugé juste et préalable pour les familles affectées. Voilà pour les éléments rapportés. Tout le reste, la suite qui sera donnée à cette demande, le rôle exact que jouera Ferdinand Ngo dans ce dossier, et plus largement la nature réelle de son influence sur la gestion quotidienne du pays pendant l'absence présidentielle, relève, à ce stade, de l'hypothèse et de l'observation. Et c'est précisément là que ce dossier devient révélateur d'enjeux bien plus vastes. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, il y a ceux qui voient en Ferdinand Ngo l'homme naturellement désigné pour incarner la continuité de l'État dans cette période troublée. Pour ce camp, sa longévité exceptionnelle au poste de secrétaire général, sa maîtrise reconnue des rouages administratifs et sa délégation de signature en feraient, de facto, l'interlocuteur incontournable des populations en cas de besoin urgent, un rôle que la lettre des riverains de la zone aéroportuaire semblerait, selon cette lecture, venir confirmer. De l'autre côté, un climat de rivalité intense semble caractériser le sommet de l'État camerounais depuis plusieurs mois. Selon plusieurs médias, une compétition feutrée mais bien réelle opposerait plusieurs figures pour la succession, dans un contexte où le poste de vice-président créé par la révision constitutionnelle d'avril 2026 resterait vacant. Parmi les noms régulièrement cités, Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence, Oswald Babok, son adjoint, déjà au cœur d'une affaire distincte de faux décrets présidentiels, Franck Biya, fils du chef de l'État, présenté selon plusieurs sources à différents interlocuteurs politiques internationaux, Chantal Biya, épouse et confidente du président, ou encore Louis-Paul Motaz, ministre des Finances. Chacun de ces noms se heurterait, selon différentes analyses, à des résistances propres au sein du sérail. Mais ce n'est pas tout.
Cette rivalité présumée a récemment pris un tour plus frontal encore. Selon plusieurs révélations, un ancien cadre du renseignement à la présidence, le capitaine Effoudou Aoussi, a publiquement mis en cause Ferdinand Ngo, l'accusant d'avoir contribué au blocage de pourparlers de paix dans les régions anglophones et décrivant l'existence, selon ses propres termes, d'un circuit parallèle logé au secrétariat général, chargé selon lui d'intercepter et de réécrire des notes de renseignement avant qu'elles n'atteignent le bureau présidentiel. Des accusations graves, qu'aucune juridiction n'a, à ce jour, confirmé ni infirmé, et que nous rapportons ici uniquement comme les propos tenus publiquement par cet ancien officier, sans en établir la véracité. Une question demeure, suspendue au cœur de ce conflit. Dans ce climat de suspicion généralisée, la manière dont Ferdinand Ngo traitera la demande des riverains de la zone aéroportuaire sera-t-elle interprétée comme un simple acte de gestion administrative ou comme un geste politique calculé, destiné à renforcer sa légitimité populaire dans la course, réelle ou supposée, à la succession. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Prenons maintenant un peu de recul sur cette affaire, parce que derrière une simple lettre et un projet de déguerpissement, on retrouve finalement une vieille recette de la politique camerounaise. Un petit dossier administratif qui finit par ouvrir une grande porte sur les couloirs du pouvoir. D'abord, il y a la question du timing. Si cette lettre est bien authentique, son arrivée au moment où le nom de Ferdinand Ngo circule avec insistance dans les discussions sur l'avenir du pouvoir mérite évidemment d'être observée. Attention, cela ne signifie absolument pas qu'il existe un lien direct entre les deux événements. Mais en politique, le calendrier parle parfois presque autant que les discours. Imaginons donc deux scénarios. Premier scénario. Un sursis est accordé au projet de déguerpissement. Certains pourraient alors y voir un geste d'ouverture, une manière de montrer que les préoccupations des populations peuvent être entendues. Deuxième scénario. Le calendrier initial est maintenu. Certains observateurs pourraient alors considérer que l'approche reste essentiellement administrative et institutionnelle, sans véritable changement de cap. Mais pour l'instant, aucun de ces scénarios ne peut être présenté comme une réalité établie. Et c'est justement là que notre fameux « on attend seulement » camerounais reprend du service. Parce qu'ici, avant même que la décision ne tombe, chacun commence déjà à analyser ce qu'elle pourrait signifier. Au Cameroun, parfois, le commentaire de la décision arrive avant la décision elle-même. Le problème de la légitimité. Mais derrière cette affaire se cache une question beaucoup plus importante. Qui contrôle réellement certaines fonctions au sommet de l'État lorsqu'elles prennent une influence considérable? Selon plusieurs analyses juridiques rapportées dans la presse camerounaise, le secrétaire général de la présidence occuperait une fonction administrative qui ne serait pas soumise directement au suffrage populaire. Il serait nommé par le président et exercerait ses responsabilités dans ce cadre. Cela pose une question intéressante dans un contexte où l'avenir politique du pays fait l'objet de nombreuses spéculations. Car lorsqu'une personnalité administrative devient suffisamment centrale dans le fonctionnement de l'État pour que son nom soit régulièrement cité dans les discussions sur la succession, une question finit forcément par apparaître. D'où vient sa légitimité politique? Et attention, poser cette question ne signifie pas accuser qui que ce soit. C'est simplement une question institutionnelle. Parce qu'au Cameroun, il existe une particularité assez fascinante. Certaines personnes peuvent devenir extrêmement importantes dans les couloirs du pouvoir sans jamais avoir demandé au peuple de voter pour elles. Le peuple vote pour les élus. Mais dans les bureaux climatisés, certaines décisions peuvent être prises par des responsables nommés. Et là, le citoyen ordinaire peut parfois se demander. Mais finalement, qui décide quoi? Et devant qui doit-il rendre compte? Question simple. Réponse beaucoup moins simple. Et pendant ce temps, les populations attendent. Mais il ne faudrait surtout pas que les grandes discussions sur la succession, les rivalités supposées ou les équilibres au sommet nous fassent oublier l'essentiel. Les personnes directement concernées par le déguerpissement. Parce que pendant que les analystes discutent dans les studios, que les réseaux sociaux spéculent et que les observateurs scrutent les mouvements du sommet de l'État, il y a des familles qui, elles, regardent simplement leur maison et se demandent. Est-ce qu'on sera encore là demain? Et ça, c'est une autre dimension de l'histoire. Pour une famille concernée, un déguerpissement n'est pas une petite ligne dans un document administratif. C'est une maison, des souvenirs, des investissements, parfois des années de travail. C'est pourquoi, derrière les calculs politiques que certains pourraient voir dans cette affaire, il existe surtout une réalité humaine. La politique descend toujours du palais vers la rue. Et lorsqu'une décision administrative touche directement des populations, ce sont finalement les citoyens ordinaires qui en ressentent les conséquences. Alors, pendant que certains se demandent qui pourrait occuper quelle position demain, les familles concernées, elles, ont une question beaucoup plus urgente. Est-ce qu'on va nous laisser rester? Et franchement, cette question mérite au moins autant d'attention que toutes les grandes discussions de succession. Et si NGH devenait encore plus central?
Enfin, une dernière question mérite d'être posée avec beaucoup de prudence. Si, dans les prochains mois, Ferdinand Ngo venait effectivement à occuper une position encore plus centrale dans la gouvernance du pays, quelle serait alors la nature de sa légitimité politique? Parce qu'une chose est claire, une fonction administrative et un mandat électoral ne sont pas la même chose. On peut être puissant sans être élu. On peut être nommé sans avoir demandé directement les suffrages de la population. Et c'est précisément cette différence qui rend la question intéressante. Le véritable enjeu ne serait donc pas seulement de savoir qui pourrait arriver au sommet, mais aussi de comprendre sur quelle base institutionnelle et avec quelle légitimité cette personne exercerait son influence. Parce qu'au Cameroun, le fauteuil peut être une chose. La légitimité pour s'y asseoir en est une autre. Et pendant que les grandes manœuvres continuent peut-être dans les couloirs du pouvoir, le citoyen, lui, attend toujours des réponses simples, claires et vérifiables. C'est peut-être finalement cela, le véritable paradoxe de cette affaire. Au sommet, on parle de pouvoir. À la base, les populations parlent simplement de leur maison. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Parlons maintenant, avec un peu de recul et cette petite pointe d'ironie à la camerounaise, de cette curieuse alchimie qui transforme parfois un haut fonctionnaire en guichet populaire de dernier recours. Parce que voici une situation assez particulière. Pendant des années, Ferdinand Ngo a évolué au sommet de l'appareil d'État, dans un univers où les décisions se prennent dans les bureaux, où les dossiers circulent de table en table et où la signature d'un responsable peut parfois faire avancer, ou ralentir, toute une procédure. Et aujourd'hui, voilà que des populations confrontées à un possible déguerpissement pourraient se tourner vers lui pour faire entendre leur voix. Le même système qui fonctionne normalement avec des notes, des correspondances et des procédures administratives se retrouve soudain à devoir écouter les préoccupations de ceux qui risquent de perdre leur toit. C'est quand même une drôle de situation. Un responsable qui n'a jamais eu besoin de faire campagne dans un quartier pour obtenir des voix pourrait se retrouver, par la force des circonstances, à recevoir les doléances de tout un quartier. Pas besoin de meeting. Pas besoin de caravane. Pas besoin de distribution de t-shirts. Juste une lettre. Et voilà le haut fonctionnaire transformé en permanence en représentant populaire, sans avoir demandé le poste. Au Cameroun, même la politique peut parfois avoir le sens de l'humour. Quand une simple lettre devient un test politique. Normalement, une lettre adressée à une autorité administrative pour demander la suspension ou le réexamen d'une décision relève d'une procédure assez classique. On écrit. On explique. On attend. Puis l'administration répond. Mais dans le contexte actuel, rien n'est jamais vraiment juste administratif. Parce que dès qu'un nom comme celui de Ferdinand Ngo apparaît, certains commencent immédiatement à regarder derrière la décision administrative pour chercher le message politique. Une lettre, peut-être un signal. Une réponse positive, peut-être une stratégie. Une réponse négative, peut-être une démonstration d'autorité. Une absence de réponse? Alors là, le Cameroun entre directement en mode analyse approfondie. On va chercher les sous-entendus, les intentions cachées, les calculs éventuels et même parfois le langage corporel de personnes qui n'ont encore rien dit. C'est devenu une discipline nationale, analyser le silence. Au Cameroun, quelqu'un ne parle pas, on analyse pourquoi il ne parle pas. Quelqu'un parle, on analyse pourquoi il a parlé. Quelqu'un répond rapidement, on se demande pourquoi il a répondu rapidement. Quelqu'un répond 3 jours plus tard, alors là, on sort les experts. Et dans un contexte où la succession présidentielle fait l'objet de nombreuses spéculations, chaque geste d'un haut responsable peut prendre une dimension politique qu'il n'avait peut-être pas au départ. Le petit geste, qui devient un grand message. Imaginons simplement qu'un sursis soit accordé au projet de déguerpissement. Sur le plan administratif, cela pourrait simplement signifier qu'une autorité a décidé d'examiner davantage la situation. Mais dans le contexte politique actuel, certains pourraient y voir autre chose. Une volonté de montrer de l'écoute, un geste social, une manière de se rapprocher des préoccupations populaires, ou tout simplement, une décision administrative normale. Voilà tout le problème. Lorsque la confiance politique est fragile et que les spéculations sont nombreuses, même une décision locale peut être transformée en symbole national. Et c'est ainsi qu'on arrive à cette nouvelle discipline camerounaise. La politique par petits gestes. On ne fait pas forcément de grands discours. On ne monte pas nécessairement sur une tribune. On laisse parfois simplement une décision parler à votre place. Un quartier sauvé d'un déguerpissement, message social. Une nomination, message politique. Une audience accordée, message d'ouverture. Une absence d'audience, message de fermeté. Même le papier administratif finit par faire campagne. Le paradoxe du pouvoir par délégation.
Mais il existe un autre élément qui mérite réflexion, la question de la délégation de signature. Dans un État moderne, la délégation de pouvoir et de signature est une pratique administrative parfaitement concevable. Elle permet au fonctionnement de l'État de ne pas être bloqué lorsque le titulaire d'une fonction n'est pas directement disponible. Mais dans le contexte particulier que nous observons, cette mécanique soulève forcément des interrogations. Parce que lorsque le chef de l'État est absent pendant une longue période et que certains responsables continuent d'agir au nom de l'appareil présidentiel, le citoyen peut légitimement se demander où s'arrête la délégation administrative et où commence l'exercice politique du pouvoir. Voilà la vraie question. Et elle est loin d'être anodine. Parce qu'un État ne fonctionne pas seulement avec des signatures. Il fonctionne également avec des institutions, des responsabilités clairement définies et des mécanismes de contrôle. Sinon, on finit par avoir une situation assez particulière. Le président est absent, mais les parapheurs, eux, ne prennent jamais de vacances. Les dossiers continuent de circuler. Les décisions continuent d'être prises. Les correspondances continuent d'arriver. Les signatures continuent d'être apposées. Bref, l'administration camerounaise semble parfois avoir découvert le télétravail présidentiel avant même que le mot ne devienne populaire. Évidemment, la comparaison reste satirique. Car derrière cette plaisanterie se trouve une véritable interrogation institutionnelle. Jusqu'où peut aller une délégation de signature et dans quelles limites doit-elle s'exercer lorsqu'une situation politique devient exceptionnelle ? 15 ans dans les couloirs du pouvoir. Et puis, il y a la durée. 15 années dans un poste aussi stratégique, ce n'est pas rien. 15 ans, c'est suffisamment long pour connaître les couloirs, les habitudes, les procédures, les personnalités et les mécanismes de fonctionnement de l'État. Certains enfants nés au début de cette période sont aujourd'hui déjà au lycée. Pendant ce temps, certaines personnalités politiques ont changé de fonction, certaines ont quitté le gouvernement, d'autres ont été nommées ailleurs. Mais certaines positions stratégiques ont continué à peser lourd. C'est là que la question devient intéressante. Peut-on exercer une influence considérable pendant une longue période sans disposer d'un mandat électif direct ? La réponse institutionnelle peut être différente selon la fonction et les textes qui l'encadrent. Mais politiquement, la question mérite d'être posée. Parce qu'il existe une différence fondamentale entre être légalement nommé et être directement légitimé par le suffrage populaire. Les deux ne sont pas forcément contradictoires. Un État a besoin de hauts fonctionnaires nommés. Il a besoin d'experts. Il a besoin d'une administration permanente. Mais lorsque l'un de ses responsables devient régulièrement présenté comme une personnalité susceptible de jouer un rôle politique majeur dans l'avenir du pays, le débat sur sa légitimité devient inévitable. Et là, le citoyen peut poser une question très simple. Si demain cette personne doit prendre des décisions qui engagent profondément le pays, au nom de quelle légitimité politique le fera-t-elle ? Question simple. Réponse institutionnelle beaucoup plus complexe. La zone grise. Le royaume du « on verra ». Et c'est peut-être là que se trouve l'une des grandes spécialités de notre système politique, la zone grise. On ne dit pas oui. On ne dit pas non. On ne confirme pas. On ne dément pas totalement. On laisse le temps travailler. Et pendant ce temps, les observateurs remplissent les espaces vides. Au Cameroun, il existe presque une doctrine politique non écrite. On verra le moment venu. Le problème, c'est que le moment venu finit parfois par prendre beaucoup de temps. Et pendant ce temps, les citoyens continuent de se poser des questions. Qui décide ? Qui contrôle ? Qui répond ? Qui assume ? Et surtout, qui rend des comptes lorsque les conséquences d'une décision touchent directement la population ? Voilà pourquoi cette affaire de déguerpissement dépasse largement le simple conflit administratif. Elle met en lumière un problème plus général. La distance qui peut exister entre les centres de décision et les citoyens qui subissent directement leurs conséquences. Conclusion. Alors, résumons. Ferdinand Ngo occupe depuis de nombreuses années une fonction stratégique au sommet de l'État camerounais, avec des responsabilités qui ont été renforcées par des mécanismes de délégation de signature présidentielle. Dans le contexte actuel, marqué par l'absence prolongée de Paul Biya et par de nombreuses spéculations autour de l'avenir du pouvoir, une correspondance attribuée à des populations menacées par un projet de déguerpissement aurait été adressée à cette haute personnalité. Et soudain, un dossier qui pouvait sembler purement administratif prend une dimension beaucoup plus large. Parce que derrière le document administratif, il y a des familles. Derrière les familles, il y a une décision. Derrière la décision, il y a une autorité. Et derrière cette autorité, certains commencent déjà à regarder vers la succession présidentielle. C'est là que le dossier devient politiquement explosif, sans qu'il soit nécessaire d'accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Car nous ne savons pas encore quelle sera la réponse à cette lettre.
Nous ne savons pas non plus si ce dossier aura réellement une quelconque influence sur les équilibres politiques au sommet. Et surtout, nous ne pouvons pas transformer les spéculations sur une éventuelle succession en réalité politique avant que les institutions ou les faits ne viennent les confirmer. Mais une question demeure. Dans un pays où certaines décisions peuvent être prises par des responsables nommés plutôt que par des responsables directement élus, comment les citoyens peuvent-ils être certains que ceux qui exercent une influence importante sur leur quotidien rendent effectivement compte de leurs décisions? C'est toute la question. Et elle dépasse largement le nom de Ferdinand Ngo. Elle concerne le fonctionnement même de l'État. Parce qu'une démocratie ne se résume pas uniquement au jour où le citoyen dépose son bulletin dans l'urne. Elle concerne aussi ce qui se passe entre deux élections. La transparence, la responsabilité, les contre-pouvoirs et la possibilité pour les citoyens de comprendre qui décide et pourquoi. Et pour les familles concernées par le déguerpissement, le débat institutionnel est peut-être très éloigné de leurs préoccupations immédiates. Elles veulent simplement savoir. Est-ce qu'on va perdre notre maison? Voilà pourquoi il faut garder les yeux sur l'essentiel. Pendant que les analystes parlent de succession, les citoyens parlent de logement. Pendant que les réseaux sociaux cherchent le prochain homme fort, des familles cherchent simplement une réponse. Et pendant que certains observent les couloirs du pouvoir, d'autres regardent leurs portes en se demandant si elles seront encore là demain. C'est peut-être cela, le paradoxe le plus profond de cette affaire. Au sommet, on parle de pouvoir. Au milieu, on parle de stratégie. Mais à la base, les populations parlent simplement de leur vie. Et finalement, c'est peut-être cette dernière voix qu'il faudrait écouter avec le plus d'attention. Alors, selon vous, une décision favorable aux populations concernées serait-elle simplement une décision administrative, ou pourrait-elle être interprétée comme un véritable signal politique dans le contexte actuel? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, restez prudents avec les informations qui circulent. Une hypothèse reste une hypothèse jusqu'à ce que les faits viennent la confirmer. Kame News continuera de suivre ce dossier, de vérifier les informations disponibles et de vous présenter les différents éléments sans transformer les rumeurs en certitudes. Abonnez-vous à Kame News, activez la cloche et restez avec nous. Parce qu'au Cameroun, parfois, une simple lettre peut raconter toute une histoire de pouvoir. Et comme on dit chez nous, quand le chef parle, tout le monde écoute, mais quand le chef ne parle pas, tout le monde commence à interpréter. Et dans cette affaire, justement, le silence laisse encore beaucoup de questions sans réponse.